Nous le savons tous, notre époque vit des changements complètement inédits. Et en fait, c'est une invitation à repenser nos modèles de société. Et parmi nos modèles de société, il y a bien sûr l'économie. Alors, quand on sait que la Terre a des ressources finies, comment penser l'économie de demain? Peut-on encore concilier enjeux économiques et enjeux durables? Et si oui, comment? Pour nous en parler, nous sommes ravis d'accueillir Hélène Chablin et Iwan Penvert de la société Deloitte. Je voudrais commencer par une bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas là aujourd'hui pour parler de pourquoi il faut une croissance économique durable et profitable, mais plutôt du comment. Ceci dit, je pense qu'il est intéressant de regarder d'où on vient pour éclairer les chemins de décision en fait qui sont devant nous. Et si on regarde un petit peu en arrière, en fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a décidé de ne plus jamais manquer de rien. Et pour ce faire, on s'est lancé, en fait, on a développé la production industrielle en allant vers des logiques même d'hyperproduction, d'hypermécanisation, et les régulateurs ont dû intervenir, que ce soit les régulateurs nationaux ou les instances supranationales, pour finalement trouver des débouchés à cette hyperproduction. Et également, on a favorisé enfin un modèle qui était basé sur la calorie, avec des régimes alimentaires très très spécifiques. Est-ce que ça a généré du profit? Oui, certainement. Est-ce que c'est durable? Non, pas du tout. On a créé des tensions sur les modèles, des tensions en termes d'environnement, en termes de tensions sociales, des tensions sanitaires. Et il se trouve que aujourd'hui, la faim, on avait peur de manquer, la faim n'est plus le problème numéro un. On meurt aujourd'hui plus de ce qu'on mange que de ne pas bien manger ou de ne pas assez manger, même si des poches de malnutrition subsistent sur la planète. Il y a donc une urgence fondamentale à se réinventer et il faut dépasser la logique de risque, crise, réaction dans laquelle on a vécu jusqu'à présent pour véritablement embrasser en fait une évolution des modèles qui soit intégrale et intégrante. Et j'aurais tendance à dire qu'il faut agir aujourd'hui pour être au rendez-vous de demain. On applique la logique des 10-30, c'est-à-dire que les investissements qu'on va provoquer dans les 10 prochaines années auront une caisse de résonance sur les 30 prochaines années. Il s'agit donc d'identifier en fait dans les innovations et les investissements ce sur quoi il va falloir véritablement accélérer dans les 10 prochaines années pour trouver une équation économique qui soit profitable et durable pour tous. Je vais laisser Iwan vous détailler ces actions. Donc effectivement, s'il y a un consensus sur l'impératif de transformation, il y a vraiment un changement systémique à pousser. Pourquoi systémique? Parce que tout le monde doit changer, tous les acteurs des chaînes de valeur, des secteurs doivent changer de manière coordonnée et à grande échelle. On a énormément de projets pilotes qui sont déployés, mais l'enjeu désormais, c'est vraiment celui d'un changement d'échelle. Donc, quand on parle d'approche multi-acteurs, c'est qu'il y a effectivement une diversité d'entreprises, d'organisations à mobiliser pour construire les business models de cette transition. Bien sûr, c'est tous les acteurs d'une chaîne de valeur. Si on prend en compte la chaîne de valeur de l'alimentaire, c'est tous les acteurs de la fourche à la fourchette, mais c'est aussi les organisations non gouvernementales, les ONG qui sont capables de mobiliser des experts, qui sont aussi des relais d'opinion importants. Et puis, c'est les autorités publiques françaises ou supranationales, à l'image du Green Deal, qui va permettre de mobiliser des financements importants sur cette transition. Et c'est le quatrième point, justement, c'est le nerf de la guerre, c'est ce levier financier. Donc, il faut réussir à embarquer aussi le monde de la finance pour financer cette transition. Et il y a aussi une redéfinition de la performance à opérer. Enfin, pourquoi cette redéfinition est nécessaire? Parce que simplement, aucune entreprise n'a envie d'être sanctionnée par ses investisseurs et les entreprises ont besoin d'avoir les moyens de leur transformation. Mais encore faut-il s'entendre sur ce qu'est aujourd'hui la performance et la profitabilité. Et donc, la performance, il faut la redéfinir, non pas simplement pour les investisseurs publics et privés, ils sont déjà en train de le faire en intégrant des nouveaux indicateurs de mesure de la performance et de l'impact, mais aussi dans la mesure de la performance qui est faite par la régulation publique, par les autorités publiques. Et c'est aussi une redéfinition de la performance qu'il faut transmettre, qu'il faut relayer dans tout le système éducatif dans sa globalité. Et puis enfin, sur les grands défis, il y a celui du changement d'échelle.
vous le disiez, on constate énormément de projets pilotes, d'expérimentation, mais là, désormais, l'enjeu, c'est celui d'une transformation massive et d'un changement d'échelle global de ces projets pilotes, de ces innovations durables. Alors justement, quand on parle de changer d'échelle, en fait, et pour générer cette croissance profitable et durable, on trouve intéressant de revenir à l'étymologie et à l'essence, en fait, des termes profitabilité et durabilité, parce que ça, quand on y pense, en fait, et quand on repense à cette essence des mots, on revient véritablement à des modifications qui sont majeures. Le premier changement de paradigme qu'on souhaite développer, c'est de passer d'une logique de profit d'enrichissement à une logique de profit d'investissement pour créer des boucles de progrès continus. Puisque ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la modification des modèles économiques et des modèles opérationnels vont requérir des investissements extrêmement conséquents et presque perpétuels. On se doit véritablement d'inscrire ces investissements dans une logique économique. Ça sera la clé de la différenciation d'une bonne croissance future. Et si on prend un exemple, on prend l'exemple de la filière blé, on voit bien que la démultiplication des filières de qualité, la capacité à réduire les pesticides dans la filière blé vont passer en fait par des investissements très structurants sur les capacités de stockage. Pourquoi des investissements très structurants? Puisqu'il faudra en fait des silos plus petits, plus distribués et réfrigérés. Et donc, on a besoin d'investir. Le deuxième changement de paradigme, c'est véritablement de passer en fait d'un profit maximal à court terme, le fameux cash-in tout de suite, vers une logique de profit viable à long terme. Si on regarde le réchauffement climatique, on sait en fait que le réchauffement climatique est rentré à l'agenda de l'ensemble des COMEX aujourd'hui. On a des objectifs de neutralité carbone pour l'ensemble des industriels de l'agroalimentaire notamment. Et c'est pas seulement une exigence morale, c'est bien évidemment aussi la condition en fait pour développer dans le futur ces entreprises. Et ça oblige à changer d'échelle et à changer d'échelle de temps, puisqu'on n'est pas sur des investissements et des innovations qui vont se faire dans les 1, 2, 3 prochaines années, comme les COMEX ont l'habitude de les gérer, mais plutôt sur un temps très très long. Et ce temps très très long, il est véritablement nécessaire pour retrouver une capacité de planification à la fois financière et opérationnelle. Pour preuve en est, les objectifs et les engagements des industriels de l'agroalimentaire sur de la neutralité carbone ou de la recyclabilité complète à horizon 2050. Et la troisième transition, la troisième redéfinition du profit, c'est le passage du profit individuel vers un profit partagé. Donc, il ne s'agit plus de servir les seuls intérêts de ses actionnaires. Si on veut pouvoir assurer la durabilité de son profit, il faut veiller davantage à la bonne répartition de la valeur tout au long de sa chaîne de valeur, pour avoir des chaînes de valeur plus résilientes, plus réactives, plus collaboratives. Donc ça, c'est tous les exemples qu'en tant que consommateur, on connaît, les exemples de commerce équitable Nord-Nord, avec C'est qui le patron, par exemple, qui promeut une juste rémunération des producteurs. Mais c'est aussi, dans la même veine, un leader des matériaux de construction qui affiche désormais un compte de résultats qui intègre son impact environnemental, social et financier, et donc qui met en scène, clairement, qui suit et qui mesure son impact pour l'ensemble de ses parties prenantes. Et donc là, on intègre dans la contribution de l'entreprise, dans la définition même de son profit, son impact sur la préservation et sur la régénération de nos ressources naturelles. Donc au final, le message qu'on veut vous faire passer, évidemment, c'est qu'il n'y a pas opposition, mais convergence des termes. Il y a une direction vertueuse qui doit être prise pour faire le tri entre les innovations, pour faire le tri entre les priorités. Et pour ce faire, il faut sans doute revenir aux fonctions essentielles, avoir une approche plus écosystémique de l'économie. Par exemple, ne pas se focaliser sur l'industrie agroalimentaire en soi, mais voir tous les acteurs de la chaîne qui contribuent à répondre à cette fonction qui est se nourrir. Donc là encore, de la fourche à la fourchette, de l'agriculteur au consommateur, en intégrant le distributeur. Tous les projets de transformation ou de transition durable, en ce moment, mobilisent plus de 2 à 3 ou 4 ou 5 acteurs de la chaîne de valeur. Et donc, c'est cette approche écosystémique, cette approche à grande échelle qui, à notre sens, permettra d'interroger sereinement les enjeux économiques, écologiques, sociétaux, démographiques, voire technologiques, dans certains cas, pour sortir du paradoxe
et puis engager la totalité de l'écosystème dans une logique de croissance vertueuse et donc de construire ce futur désirable qu'on attend tous. Voilà. Merci pour votre attention. Merci à tous.